Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Manager, le podcast qui aide à comprendre le management et les organisations dans notre monde VUCA. Je suis Jimmy Materne et chaque semaine avec mes invités, j'aborde une thématique qui permet d'avoir une approche humaine et organisationnelle en phase avec notre époque. Car il est temps de prendre conscience que beaucoup de ces pratiques anciennes sont obsolètes, voire contre-productives. Et avant de commencer ce podcast, j'aurais une petite faveur à vous demander, c'est bien évidemment d'aller lui mettre les fameuses 5 étoiles voire un commentaire afin de contribuer à son développement et ainsi le rendre plus visible. Et oui, bienvenue dans un monde où tout doit être noté. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Ah oui, et j'ai failli oublier. Si vous aussi vous en avez marre de passer plus de temps en réunion qu'en vacances et de ne traiter que 30% du sujet lors de celle-ci, vous allez adorer l'application Aster, l'application qui va vous donner envie de retourner en réunion. Et grâce au Petit Manager, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre abonnement annuel. Pour cela, il suffit d'aller sur asterapp.co, asterapp.co/LPM. Pour le dernier épisode de la saison, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la prise de décision. Parce que je sais pas vous, mais moi très souvent je me demande pourquoi j'ai fait telle chose et pas une autre, ou pourquoi j'ai envie de faire quelque chose, et pourquoi parfois, même si j'ai pas envie de le faire, eh bien je le fais quand même alors que j'avais le choix de ne pas le faire. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on est amené à réfléchir et comment ces modes de stratégie de pensée se mettent en place. Alors j'ai eu la chance pour ce dernier épisode d'avoir comme invité Guillaume Mathias, neuroscientifique, également formateur et conférencier TEDx, qui vient nous expliquer comment notre cerveau crée ses modes de pensée et sa stratégie de pensée. Alors c'est un épisode absolument passionnant. On a abordé des sujets tels que comment notre cerveau s'adapte à l'environnement, quelles sont les drogues, alors ça c'est le thème employé par Guillaume Mathias, mais quelles sont les drogues naturelles qui nourrissent le cerveau au quotidien et qui nous amènent justement à prendre nos décisions, à faire nos choix. On a aussi parlé du système 1, système 2, mis en avant notamment par Daniel Kahneman et qui est à l'origine de la décision et qui expose les différents biais cognitifs. Enfin, on essaie de comprendre intrinsèquement dans notre discussion avec Guillaume ce qui nous motive et qu'est-ce qui motive le cerveau en fait dans son système de récompense et dans la façon dont il va développer sa stratégie. Comment on peut aussi entraîner notre cerveau et l'adapter à ce dont on veut faire de lui ou en tout cas là on souhaite se projeter et faire le focus. Alors vous allez le voir, comme pour de nombreux sujets qui nous emmènent parfois très loin, on se pose à la fin plus de questions qu'on a pu avoir de réponses, et c'est tant mieux, car avec Guillaume, on s'est dit qu'on allait faire un deuxième podcast pour justement aborder d'autres thématiques en lien avec celles dont on a pu discuter sur cette interview. Alors je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir les neurosciences avec Guillaume Mathias. Bonne écoute. Salut Guillaume. Bonjour Jimmy. Merci de prendre un peu de temps pour le podcast du Petit Manager. Je suis très content parce qu'on a eu un peu de mal à se retrouver pour l'interview. Ouais, c'est un vrai plaisir, effectivement. Et effectivement, c'est chouette qu'on puisse enfin réussir à se retrouver. Ça a été périlleux, mais on est là et on est ensemble. Exactement. D'autant plus que c'est le dernier épisode de la saison 2 et je suis vraiment super content de le faire avec toi parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant que sont les neurosciences. Et je voudrais commencer par cette idée. Alors, sur ton site de BMO Academy, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, tu nous rappelles qu'on prend environ 35 000 décisions par jour. C'est juste énorme. Comment on fait pour les filtrer ? Alors, effectivement, notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour, mais il faut savoir que selon une étude de l'High-Speed Research, on a 99,74% de ces décisions qui ne sont jamais portées à notre conscience. Ça veut dire qu'on n'a que 0,26% des questions, des questions, surtout des décisions, au-delà des questions, qui vont être portées bien évidemment à notre conscience, ce qui veut dire que 99,74% d'entre elles échappent totalement à notre contrôle. Donc déjà, c'est un sacré filtre. Comment, du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais le thème est tellement riche. Comment on filtre ? Comment le cerveau filtre ? Comment il décide de porter quelque chose à notre attention ? Et comment il décide de se mettre un peu en mode automatique ? Eh bien, justement, là, tu as posé un terme qui est absolument essentiel, qui est l'attention. En fait, l'attention, c'est ce qui va nous servir de porte entre tous les processus
décisionnel dit inconscient et les conscients. Cette porte, un des neurologues les contemporains qui a énormément travaillé dessus s'appelle Jean-Philippe Lachaud. Et Jean-Philippe Lachaud l'a définit de la façon suivante, il dit « L'attention est la focalisation sur des éléments privilégiés dans la masse de nos perceptions continues et de nos processus mentaux qui ont été dignes d'intérêt pour être singularisés et portés à notre conscience. » Ça, c'est la définition aujourd'hui que l'on utilise de l'attention, parce qu'il faut savoir que quasiment jusque dans les années 60, en science, on définissait l'attention de la façon suivante, tiens-toi bien, l'attention, tout le monde sait ce que c'est, mais nul ne saurait la définir. Super, merci les gars, faites de la science avec ça. Donc voilà, donc si tu veux, c'est les processus attentionnels qui vont jouer ce rôle de filtre. Dans cette définition, il y a un terme qui est important qui ont été dignes d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la saillance attentionnelle. Et cette saillance, elle est pilotée par toute une série de neurotransmetteurs qui se déclenchent en nous. Et quand ces neurotransmetteurs sont d'une intensité plus importante que le reste, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme digne d'intérêt et à ce moment-là, c'est porté à notre conscience. Donc c'est vraiment l'attention qui joue ce rôle de filtre. Alors, l'attention, je pense qu'on a des leviers d'action, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu nous dis 99,7% des décisions ne sont pas portées à notre attention. Si demain, par exemple, je souhaite apporter mon attention sur des éléments qui m'intéressent plus et dont je n'ai pas encore conscience, est-ce que je peux façonner mon cerveau ? Ah oui, tout à fait. En fait, si tu, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais par exemple, tu as décidé d'acheter une voiture. Je ne vais pas donner de marque en particulier, mais tu décides d'acheter une voiture et au moment où tu l'as achetée, tu as l'impression que tu la croises partout. C'est ça, c'est un truc de fou. Et ben justement, en fait, dans les éléments qui vont être importants, enfin qui vont être saillants, donc qui vont attirer notre attention, dans ces éléments-là, tu vas avoir ce qui est important pour toi d'un point de vue cognitif, au niveau de tes pensées, et bien qui vont gagner en saillance. Si par exemple, je te demande de regarder autour de toi dans la pièce tout ce qui est rouge, ou de porter ton attention sur ce qui est rouge, à ce moment-là, tu vas voir tous les éléments rouges. Mais si maintenant je te dis, regarde plus la pièce, mais dis-moi ce qui est bleu dedans, ah ben là, tu vas t'apercevoir que ton attention n'a pas été captée pour ça. Pourquoi ? Parce que ça n'était pas important pour toi à ce moment-là. Donc finalement, pour pouvoir façonner notre cerveau, ou la saillance, c'est relativement simple. Il suffit de créer une pensée qui va créer une considération sur une chose, et tout ce qui va être en lien avec cette chose-là vont attirer notre attention. Alors ça paraît facile quand tu le dis. Toi et moi, on a des enfants, par exemple. On sait ce que c'est. Pour moi, par exemple, je peux dire à mes enfants, mais concentre-toi sur ta fiche de lecture ou tu vois, concentre-toi sur tes mathématiques. C'est pas si simple en fait. Alors c'est parce que pour eux, il n'y a pas cette notion d'importance ? Ah bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu leur dis concentre-toi sur tes devoirs, ça reste qu'une injonction. Et donc, pour l'enfant qui déjà est épuisé par sa journée à l'école, rentre à la maison, on lui dit maintenant tu t'assois, tu te concentres sur les devoirs. Pouf, c'est certainement le truc le moins saillant au monde. Ils n'ont qu'une envie à ce moment-là, c'est d'aller se défouler, c'est d'aller courir dans le jardin, c'est d'aller jouer dans leur chambre. Et c'est ça qui va avoir une saillance pour eux. Donc maintenir leur attention sur les devoirs qui finalement est quelque chose de relativement aversif. Ou alors tu mets une poche de bonbons à 3 mètres dans leur dos, tu vas voir qu'ils vont passer leur temps à se retourner derrière pour lorgner le bonbon et vont te demander 40 fois « Et je pourrais en avoir un après ?» Il dit « Je pourrais en avoir un après ?» Voilà, et donc ça devient le facteur de saillance clé parce que les neurotransmetteurs qui vont être déclenchés par les bonbons, les jouets ou le fait d'aller se défouler sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus recherchés que les neurotransmetteurs qui vont être déclenchés, ou les neurohormones dans ce cas-là, par rapport à l'aversivité des devoirs. Donc c'est ça qui va attirer l'attention. Parce qu'on peut faire le lien avec le monde de l'entreprise. Je vois mes collaborateurs, mes collègues par exemple, bon, on est tous pareils, hein. Des fois on sait très bien sur quoi on devrait travailler, on sait très bien sur quoi on devrait porter notre attention, on voit un petit rayon de soleil dehors et puis bon, finalement on dit qu'on serait bien mieux aller se promener, on ne pense qu'à ça. Alors je voulais savoir si justement il y a moyen aujourd'hui de tricher pour pouvoir un peu motiver notre cerveau à aller porter son attention là où on veut la mettre. Alors c'est ce qu'on appelle la maîtrise attentionnelle. En fait, on peut apprendre progressivement, et là, il y a une vraie façon de façonner son cerveau, c'est-à-dire que on peut s'entraîner à inhiber les facteurs de distraction. Si tu veux,
les réponses, ce qu'on appelle une décision, hein, lorsqu'on parlait de 35 000 décisions en moyenne par jour, en réalité, la définition de ces décisions, ce sont des stratégies adaptatives à nos environnements. C'est ça une décision. C'est-à-dire comment est-ce que je vais percevoir l'environnement et comment mon cerveau va déclencher une stratégie d'adaptation à ces environnements-là. Et il le fait en moyenne 35 000 fois par jour. Ces stratégies adaptatives, elles se déclenchent dans notre cerveau ça dépend du type, mais ça peut aller de 40 millisecondes à 230, 250 millisecondes, ça dépend du type de stratégie qu'il faut adopter. Donc, dans tous les cas, ça se passe bien en amont de ma conscience. Quand c'est porté à ma conscience, mon cerveau a déjà déclenché les stratégies adaptatives. Quand j'ai une distraction qui est portée à ma conscience, mon cerveau a déjà été distrait. Ensuite, ce que je peux contrôler ou apprendre à contrôler, c'est à inhiber volontairement cette distraction. Et c'est ce qu'on va appeler la maîtrise attentionnelle à travers une boucle de rétrocontrôle, c'est-à-dire que c'est déclenché et je peux inhiber mes qu'a posteriori. Et ça, on peut l'entraîner. On peut l'entraîner et à mon sens, c'est même très très important de le faire parce qu'on vit dans une société qui nous incite finalement en permanence. Pourquoi ? Parce que ça veut capter notre attention. Tout le monde veut capter notre attention. Si on ne capte pas notre attention, une chose n'existe pas intrinsèquement. Il va falloir qu'elle soit perçue et portée à notre conscience pour que notre cerveau lui crée une existence. Et donc, dans notre société, tout le monde veut exister. Et donc, capter l'attention est fondamental. Donc, en tant que personne dans ces environnements-là, tout le monde cherche à solliciter notre attention et ça nous incite à porter notre attention sur plein de choses simultanément. Alors, quasi simultanément, en cascade, parce qu'on ne peut pas porter notre attention sur deux choses en même temps. Mais on va avoir ce switch attentionnel qui va être très important. Et le problème, c'est qu'on n'apprend pas, en fait, à maîtriser cette attention-là. Elle est extrêmement sollicitée et on n'est absolument pas entraîné à se dire « stop ». Je pose mon attention là-dessus et j'inhibe volontairement le reste. Aujourd'hui, tu regardes, quelqu'un est assis devant un écran, il va être devant l'écran, en même temps, il va jouer avec son téléphone et il va vérifier ce qui se passe dans la pièce. Et si on leur demande, maintenant, concentrez-vous sur quelque chose, eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que ces voies neuronales, ces voies d'inhibition ne sont pas suffisamment renforcées, ne sont pas suffisamment entraînées pour avoir la capacité, mais biochimique, véritablement, d'inhiber les flux de distraction. Et donc, il se fait embarquer. Donc, effectivement, on peut entraîner ces voies-là. C'est vrai que tu parles d'inhibition. Alors, est-ce que, en fait, le fait d'être sursollicité, c'est comme un effet un peu addictif ? Et du coup, plus on est sollicité, plus on va chercher à être sollicité, plus on va rechercher cette sollicitation. Exactement. Et cette distraction. En fait, c'est exactement ça. En fait, ce qui se joue, c'est que lorsqu'on se construit dans notre tête des environnements, ces environnements-là vont déclencher en nous certains neurotransmetteurs ou neurohormones qui sont véritablement des neurohormones auxquels on est addict. En fait, on a un état de tension addictif permanent et on va avoir des milliers de petites stratégies de satisfaction addictive au sein d'une journée. Et en fait, ces états de tension, c'est ce qui nous met en mouvement. Il y a une phrase qui est importante à comprendre, c'est que nous sommes des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons en permanence développer des stratégies adaptatives à des environnements en perpétuel changement. Ces stratégies adaptatives se font chez nous véritablement par le mouvement, mais pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un état de tension. Et en fait, ces états de tension qui nous mettent en mouvement, ce sont des états addictifs et aversifs. Ouais, puis on rappelle, donc, le mouvement aussi vient de... Enfin, la motivation, motivation vient de movérer le mouvement. C'est donc ces neurohormones qui sont source de motivation pour nous. Exactement. En fait, ton cerveau, il va passer son temps à évaluer dans un environnement sa potentialité de satisfaction addictive ou sa potentialité aversive. Et donc, comme ce sont des micro-stratégies, il nous en faut plein. Donc, en portant notre attention sur plein de choses, ça nous permet de démultiplier ces stratégies de satisfaction addictive. Et donc, on en veut toujours plus. Alors que lorsque je reste dans un seul et unique environnement, il y a un facteur d'habituation qui va faire que petit à petit, la stratégie de satisfaction addictive de cet environnement-là va progressivement diminuer. Donc, je vais avoir besoin d'aller en chercher d'autres pour retrouver une intensité. Donc, c'est vraiment addictif, effectivement. Est-ce qu'il y a, parce qu'on le sait, les drogues, alors je sais, moi je te suis un peu là sur les réseaux, on a déjà discuté ensemble, etc. Tu m'as bien évidemment rappelé que le sucre était à considérer comme une drogue, il ne fallait pas l'oublier, et que sans doute dans quelques années ce sera le cas, on le considérera comme une drogue. Mais comme toutes les drogues qu'on connaît addictives, la surconsommation est dangereuse pour l'état de santé. Est-ce que du coup,
se droguer aux neurohormones ou avoir une suraddiction, ou est-ce que c'est possible d'avoir une suraddiction à ces neurohormones? Est-ce que c'est quelque chose de néfaste pour notre activité physique ou notre cerveau, cette surstimulation par exemple? Alors, en fait, il faut comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, tout, sans aucune exception, sont des tentatives de stratégies de satisfaction addictive. Absolument tout. Y compris jusqu'à lorsqu'on vient se gratter l'oreille ou attraper une fourchette ou n'importe quoi. Ce sont des stratégies de satisfaction addictive de micro-production de ces neurotransmetteurs. Les drogues, c'est des bugs. En fait, c'est des erreurs qui vont faire que, bien évidemment, on les a trouvées, ça va de soi, et donc ces erreurs-là vont faire que ça ouvre le robinet de ces neurohormones de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus longue que les contextes naturels qu'on est censé trouver tout au long de la journée. Donc on voit effectivement que lorsqu'on a une très grosse décharge de dopamine, d'ocytocine, sérotonine ou d'endorphine, eh bien notre cerveau va avoir tendance à vouloir y retourner, et surtout qu'en plus avec les drogues, eh bien j'ai peu d'efforts à faire, donc il y a peu d'aversivité pour avoir un maximum de satisfaction. Et on voit effectivement les conséquences que ça peut avoir sur notre santé. Dans la vie de tous les jours, on aura peu de contextes qui vont être aussi intenses, où il nous faudrait énormément de stratégies pour arriver au même niveau de satisfaction addictive. Donc, dans le sens où si on pouvait se droguer naturellement à ça, est-ce qu'il y aurait un effet néfaste? Non, parce qu'on n'arriverait pas à ces intensités-là. En revanche, ce qui va se passer, c'est que plus je vais par contre démultiplier mes stratégies de satisfaction addictive, plus je vais en vouloir, plus je vais accélérer le mouvement. Plus je vais accélérer le mouvement, eh bien plus je vais, entre guillemets, utiliser mes ressources physiologiques, donc mon énergie. Et puis je vais être pris dans un état un peu d'excitation. Dans cet état d'excitation, je vais perdre une partie de ma capacité cognitive, c'est-à-dire de réflexion, et je vais finir par perdre la maîtrise de ma mise en mouvement. Et on va générer soit des excès comportementaux, soit du stress. En fait, le stress, faut pas voir le stress comme étant juste quelque chose d'anxiogène. Faut voir le stress comme quelque chose qui stimule de façon intense notre organisme. Si par exemple tu gagnais au loto, tu serais stressé. Oui. Et pourtant, ce serait pas un état aversif. Mais il va y avoir une espèce d'hyper-excitation qui va se créer en toi. Eh bien, ces niveaux de stress sont régulés par ce qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique. Alors, il faut faire attention parce que le mot sympathique, là, pour le coup, est un faux ami, qui va nous mettre dans ces états de stress, qui va être produit notamment par la noradrénaline, l'adrénaline, et on va avoir une production derrière également de cortisol. Et le niveau de cortisol va augmenter dans notre organisme et va surexploiter nos ressources physiologiques. Et ça, pour le coup, c'est néfaste pour nous. Ça, c'est néfaste pour nous. Et si on est pris dans un emballement, on peut aller jusqu'à l'épuisement physiologique. On va avoir toutes les petites pathologies au départ, du high, du mal de dos, du problème digestif, des problèmes d'inflammation et autres, qui sont liés à cette surexploitation de l'organisme. Ensuite, tu peux arriver sur des choses comme le trouble du sommeil, de la dépression dans certains environnements, voire un burn-out. Un burn-out, c'est clairement une surexploitation de notre organisme. Notre corps nous a envoyé 40 000 signaux pour nous dire « attention, t'es épuisé ». Le problème, c'est qu'on était pris dans un environnement où la potentialité de satisfaction addictive est tellement intense qu'elle n'a jamais contrebalancé l'aversivité et l'épuisement. Oui. Ça a pris le dessus, c'est ça qui nous motivait le plus. Ça a pris le dessus, exactement. Les personnes qui font des burn-out, il ne faut pas croire que ce sont des personnes qui sont dans des environnements hostiles. Non, pas nécessairement. Loin de là, d'ailleurs, c'est souvent le piège. À la limite, ceux qui sont dans des environnements hostiles, ils arrivent très rapidement à identifier le fait qu'ils sont en train de s'épuiser. À l'inverse, quelqu'un qui est pris dans une passion, qui va s'épuiser dans cette passion-là, au bout d'un moment, il va basculer, le cerveau va se mettre en mode de sécurité, il va arrêter net la production de cortisol, on va plus avoir de ressources physiologiques, et là on devient incapable de faire quoi que ce soit. Donc, si tu veux, oui, on peut avoir en fait, ça peut avoir des conséquences néfastes d'être pris dans les potentialités de satisfaction addictive, donc à vouloir produire plein de doses, mais c'est pas une dose intrinsèque par son intensité qui va nous faire basculer. Ça va plutôt être l'emballement de la mise en mouvement pour aller en chercher toujours plus. C'est hyper intéressant. Alors tu l'as dit en plus, il faut qu'on apprenne sans doute à inhiber ces sollicitations, ces interactions. J'imagine qu'on pourrait parler par exemple de méditation, de sophrologie, d'éloge de la lenteur. On pourrait voir ça comme une activité annexe pour se faire du bien, mais en fait, ce serait peut-être même plus que ça, quoi, parce que quand on médite, finalement, on apprend, j'imagine, à inhiber toutes sortes de sollicitations.
Exactement. En fait, ça fait partie des effets très très bénéfiques de la méditation. C'est le fait de se poser. Alors, tu as plusieurs formes de méditation. Mhm. Soit tu as une méditation de focalisation de l'attention. Donc, tu vas focaliser ton attention, par exemple, sur un point, sur une bougie, sur un mandala, afin que l'attention arrête de générer dans tous les sens des représentations. Les bouddhistes ont une phrase que j'adore, ils appellent ça "to give banana to the crazy monkey". C'est donner une banane au singe fou, parce que notre attention, si on ne la focalise pas, elle est un peu comme un singe fou. Elle se balade. Elle va passer d'un sujet à un autre en courant un peu partout. Et si on donne une banane à un singe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre la banane et il va s'asseoir pour la manger. Et donc, Ouais. il arrête de courir partout. Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc en méditation la focalisation attentionnelle. On arrête de faire en sorte que notre cerveau aille dans tous les sens, produise des neurotransmetteurs dans tous les sens et se pose enfin sur un point. Ça peut être un point perceptif, comme je le disais, mais ça peut être également, par exemple, un mantra qui va créer une représentation en boucle de quelque chose de positif. Et Mhm. ces choses positives que l'on va se représenter à cet instant-là vont produire juste certains neurotransmetteurs que l'on recherche et qui nous permettent effectivement de s'apaiser. Ou alors, tu as d'autres formes de méditation qui vont être dites, aujourd'hui on les appelle plus de pleine conscience, c'est-à-dire qu'au lieu de porter notre attention sur un flux de perception, on va porter notre attention sur notre propre production de pensée. Donc, tu vas te mettre à observer ta pensée, ce qu'on appelle de la méta-observation, de la métacognition. Et si tu observes ta pensée, donc tu es l'observateur, donc tu n'es pas ta pensée. Et ça te permet de pouvoir créer une distance entre toi et ta pensée, Mhm. changer le sujet finalement. C'est comment ça s'appelle? Le zen. Dans le zen, ils disent que si tu observes une fleur, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la fleur. Donc sorti de Ouais. tout contexte, c'est assez bizarre comme phrase. Mais une fois que tu le ramènes à cette logique-là, on comprend un peu mieux la mécanique. Et donc du coup, si tu observes ta pensée, tu n'es pas ta pensée. Si tu n'es pas ta pensée, tu vas cesser de la nourrir. Et donc elle va s'arrêter. Et tu vas être vraiment pris dans un état de pleine conscience, où le Ouais. simple fait d'avoir observé ta pensée va stopper la production de pensée. Tu vas arrêter de créer des environnements. Et tous les seuils de production de neurotransmetteurs ou d'hormones vont pouvoir s'abaisser et retrouver ce qu'on appelle un état homéostasique. L'état homéostasique, c'est une fluctuation des seuils, des taux entre deux seuils. Le seuil basal, qui est le seuil le plus bas, et le Ouais. seuil réactif, qui est le seuil le plus haut. Et donc, quand on est dans ces états homéostasiques, on est à l'équilibre, un équilibre instable, mais on reste dans les seuils d'équilibre. Si en revanche, tu descends trop bas, bah, tu es en manque. Si tu descends trop haut, tu es en seuil réactif. Et en fait, la D'accord. méditation va permettre de pouvoir créer les conditions favorables pour retrouver ces états homostasiques. Formidable. C'est juste passionnant. Euh, alors, tu disais qu'on était tous nos gestes, toutes nos actions, le fait de se gratter, là, je tiens un stylo, je prends des notes, je me gratte le nez, on discute ensemble, sont générés par une motivation, en fait, par un gain qu'on espère recevoir, euh, sans doute une dose d'hormones, comme tu l'appelles, ou de neurohormones, pardon. Oui, ça dépend. Ça peut être des hormones, des neurohormones ou des neurotransmetteurs. D'accord, bon, ok. Et- Je t'en prie. Ça fait beaucoup, mais on va y arriver, on va s'en sortir. Restez avec nous si vous écoutez le podcast jusque-là. Il me semble qu'on fait des trucs qu'on n'aime pas faire. Tu vois, moi j'aime pas faire la vaisselle, ou j'aime pas faire des tâches ménagères, j'aime pas. Il y a des trucs que j'aime pas faire au boulot. Il y a des trucs que j'aime même pas faire, et puis je le fais. Finalement, je le fais pour lui, il sera content, mais moi, voilà, la lourdeur du truc, quoi. Finalement, je le fais quand même pour espérer en tirer un gain quelque part. Exactement, exactement. En fait, si tu, par exemple, on va prendre l'exemple de la vaisselle. La vaisselle, bah, c'est une action qui va être aversive. Donc, notre cerveau va anticiper le fait que s'il fait ça, il va avoir des productions de ce qu'on appelle noradrénaline et de cortisol, qui vont créer en nous un ressenti aversif, et donc, il n'a pas envie de le faire. Oui, mais en même temps, il va étudier l'hypothèse de qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas. Et il va se rendre compte que s'il ne le fait pas, eh bien, très rapidement, tu vas avoir une énorme pile qui va se créer. Ouais. Tu vas commencer à avoir des mouches qui vont tourner partout. Et là, il aime encore moins. Et donc, à deux situations, il va se dire, bah, pour éviter que ce soit pire, je vais me confronter à cette petite aversivité pour éviter d'en générer une plus grosse. Ouais. Et donc, ça va être considéré comme finalement une optimisation ou une résolution de situations aversives. Et plus
on arrive à résoudre une situation aversive, plus elle devient potentiellement déclencheur de satisfaction addictive, c'est-à-dire de dopamine. Donc il y a plein de choses que l'on va faire. Donc finalement, on vient chercher un gain. Donc on vient chercher une satisfaction addictive. Mais par comparaison de deux situations aversives. Si je te propose une pichenette sur l'épaule ou une grande tarte derrière la tête, la pichenette sur l'épaule, c'est pas forcément une satisfaction addictive, mais je pense que tu vas préférer finalement, c'est pas mal. Et finalement, c'est pas mal, c'est ça, tu vois. Ça crée ce qu'on appelle un biais de contraste. Ok, donc on est dans cette recherche du coup de satisfaction où on évite le pire C'est ça. dans tous les cas. Hein. Est-ce que mon tempérament ou ma façon d'agir, alors même s'il y a une grosse part d'inconscient, elle change si je change d'environnement? Ou je vais avoir la même façon de penser ou avoir les mêmes réflexes inconscients d'un environnement à l'autre? Il y a un peu de tout là-dessus. Sur le fond des stratégies, on va avoir à peu près une base commune, à peu près. En revanche, on va venir adapter des stratégies plus spécifiques à certains environnements. Par exemple, lorsque tu es avec tes enfants, tu vas adopter un certain type de comportement spécifique au fait que tu sois avec tes enfants. Par contre, j'imagine que tu vas pas te comporter du tout de la même manière avec tes collaborateurs ou tes collaboratrices. Je leur fais pas à manger, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça va être relativement gênant si tu commences à faire des câlins à tes collaborateurs ou tes collaboratrices. Enfin, après, ça dépend du degré d'intimité de chacun, mais bon, c'est généralement un peu compliqué. Tu risques d'avoir des problèmes. Pourtant, dans les deux cas, tu vas avoir besoin de trouver du lien avec les gens. Donc, le fond de la production va être le même. Par contre, la stratégie de déclencheur seront différentes d'un environnement à un autre. Donc, si tu veux, c'est juste qu'on a à peu près tout le temps les mêmes états de tension, je dis bien à peu près, parce qu'encore une fois de plus, on est en stratégie adaptative à nos environnements, mais le fond des besoins vont rester similaires. Ouais, tu le dis bien, c'est une stratégie en fait. Hein. On est stratège et on recherche, on s'adapte à l'environnement et on recherche la plus grande satisfaction ou la moins pire. Exactement. Okay. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec les enfants. Le fait de créer du lien avec ses enfants et de les prendre dans les bras vont être une stratégie de déclencheur de certains neurotransmetteurs, notamment l'ocytocine. Mais admettons maintenant que tu prennes exactement la même stratégie et que tu l'appliques à des collaborateurs. Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que c'est régi par d'autres règles, on a d'autres codes de comportement sociaux. Et finalement, si j'adoptais exactement la même stratégie avec mes collaborateurs, donc de les prendre dans les bras, de leur faire un câlin, et puis à la limite de rigoler avec eux en leur racontant, je sais pas, quel livre pour enfants, ils vont te regarder avec des yeux ronds en se disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, la stratégie n'aboutirait pas et tu n'aurais pas tes déclencheurs. Donc, tu vas être obligé de trouver des stratégies adaptatives propres à chaque environnement. Alors, je pense qu'on peut difficilement parler neurosciences ou en tout cas de cet environnement et de cette complexité sans aborder Daniel Kahneman et de son système 1 et système 2. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous expliquer justement ce qui a amené Daniel Kahneman à recevoir un prix d'économie assez distingué ? Tout à fait, prix Nobel d'économie en 2002. C'est lui qui a amené la notion de biais cognitif. Les biais cognitifs, il faut comprendre, tu vois, 35 000 décisions en moyenne par jour. Et on ne peut pas toutes les prendre consciemment, c'est impossible. Ça nous prendrait beaucoup trop de temps, ça consommerait beaucoup trop d'énergie. Donc notre cerveau a mis en place des automatismes. Et donc dans ces automatismes-là, ils sont hyper importants pour nous. Ils nous permettent déjà d'économiser beaucoup d'énergie, de pouvoir focaliser notre attention sur des choses qui sont plus importantes. Donc dans ces automatismes, généralement, ça fonctionne bien. Donc notre cerveau les a adoptés. Mais il y a certaines situations dans lesquelles cet automatisme ne fonctionne pas bien ou nous conduit en erreur. C'est ce que Daniel Kahneman en fait a cherché à comprendre dans les années 60-70 en observant les prises de position boursières de certains traders. Il s'est aperçu que, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un prix Nobel d'économie, c'est plutôt surprenant lorsqu'on parle de quelque chose de cognitif, mais c'est parce que ça a été son sujet d'étude au départ. Faut pas imaginer que les traders sont des personnes écervelées à cliquer juste frénétiquement sur des boutons à l'achat ou à la vente. Non, ce sont des gens qui vont faire énormément d'analyses de situations avant de prendre une position boursière, donc ce sont des gens qui sont très très rationnels. Et pourtant, on les voyait prendre des décisions qui, de l'extérieur, nous semblent incompréhensibles, totalement irrationnelles. Et on se dit, mais pourquoi ?
pourquoi il a fait ça. Et Daniel Kahneman s'est aperçu qu'il y avait une récurrence dans ces erreurs, qu'on retrouvait chez des individus différents. Et donc, c'est ce qu'il s'est mis à étudier, en fait. Il s'est dit, mais comment ça se fait qu'on va retrouver les mêmes schémas d'erreurs chez des personnes différentes qui, pourtant, nous semblent, lorsqu'on les observe de l'extérieur, totalement incompréhensibles. Voilà, c'est ce qui a donné le sujet d'étude de Daniel Kahneman, et c'est ce qui l'a amené à étudier ces automatismes. C'est pour ça qu'il parle de système 1, système 2. En fait, dans un système, on va être pris dans les automatismes. Dans l'autre système, on va tout porter à notre conscience, et on va essayer d'agir de façon lente et volontaire. Et c'est ce qui détermine le système 1, système 2 de Daniel Kahneman. Oui, prendre le temps de réfléchir à la réponse qu'on souhaite apporter. Hein. C'est la différence entre un mouvement ou quelque chose qu'on va faire automatiquement. Par exemple, on va évaluer une distance à l'œil comme ça, parce que finalement, ça ne nous consomme pas trop d'énergie, et puis on peut le faire. Et puis, si on a besoin d'avoir une distance très précise pour, par exemple, mettre un rail de train, ou si on fait de la voirie, on a besoin de calculs un peu plus lents et précis, qui vont nous consommer plus d'énergie, mais c'est nécessaire. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que ça ne nous garantit pas de sortir des biais cognitifs. Même si tu le portes à ta conscience. Parce qu'en fait, c'est un environnement qui va déclencher une opération automatique. Et vu que c'est une opération automatique, ça ne crée pas de rupture de cohérence pour notre cerveau. Et pour attirer notre attention et notre esprit critique, il faut qu'il y ait une rupture de cohérence. Mais comme c'est notre cerveau qui le génère lui-même de façon automatique, ça déclenche rien. Par exemple, si je te demande, dehors chez toi, il fait chaud ou il fait froid? Je dirais qu'il fait plutôt chaud. Voilà. Il fait plutôt chaud? Ok. Maintenant, si je te dis, par rapport à des températures que tu peux avoir le 15 août à 15h, sous plein soleil, est-ce que dehors il fait chaud ou il fait froid? Non, il fait plutôt froid. Et voilà. Et tu vois, et pourtant, dans les deux cas, tu le fais en conscience, mais tu vas changer ton appréciation des choses. C'est ce qu'on appelle un biais de contraste. En fait, notre cerveau est incapable de pouvoir évaluer quelque chose dans l'absolu. Donc, il va toujours l'évaluer par rapport à quelque chose de relatif. C'est ce qu'on va appeler la valeur de référence. Donc, lorsque je t'ai demandé est-ce que dehors il fait chaud ou il fait froid, en fonction de la valeur de référence que tu avais prise au départ, tu m'as dit il fait chaud. Par contre, je change ta valeur de référence. Je ne change rien à la température qu'il y a dehors. Par contre, je t'amène juste à changer ta valeur de référence en prenant volontairement une caricature d'une situation où généralement il fait très chaud. Eh bien, tu vas te mettre à réévaluer cette chose-là par rapport à la deuxième valeur de référence et tu changes le jugement. Tu m'as dit il fait plutôt froid de cette chose que tu évalues. Tu vois. Et donc, ça, c'est un biais cognitif. C'est ce qu'on appelle le biais de contraste. On ne peut évaluer une chose que de façon relative. Il suffit de changer la valeur de référence pour qu'on change l'évaluation de cette chose-là. On a fait tout ça en parfaite conscience. Mais le mécanisme qui est derrière est automatique. C'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que je te disais que même si on prend conscience des éléments, si on ne comprend pas l'environnement qui déclenche cet automatisme-là, eh bien notre esprit critique ne se met pas en alerte. Et on se fait avoir très régulièrement. Parce que là, on parle d'un seul biais cognitif, mais il en existe des dizaines et des dizaines. Hein. Oui, il en existe. On en a référencé à peu près un peu plus de 200. Il y a un codex qui a été réalisé en 2016, qui est un joli tableau très artistiquement et esthétiquement très beau, mais qui référence à peu près 200 biais cognitifs. Alors le problème, c'est qu'il n'existe pas de nomenclature universelle sur les biais cognitifs, ce qui veut dire qu'un mécanisme peut avoir plusieurs noms, ou un nom peut être attribué à plusieurs mécanismes. Ce qui fait que des fois, on a un peu tendance à boire un peu le bouillon pour essayer de s'y retrouver. Bon, à notre niveau, en tout cas au niveau du podcast du Petit Manager et à ceux qui l'écoutent, je pense qu'il est important de savoir que ces biais cognitifs existent, qu'on peut comprendre leurs mécanismes, qu'on peut comprendre qu'on est biaisé quasiment constamment, que c'est difficile de les corriger, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils sont là dans nos prises de décision. Ça nous permet aussi peut-être d'avoir une réflexion un peu plus approfondie des choses ou avoir un autre regard sur ce qu'on fait au quotidien. Complètement. Et puis, faut pas tomber dans la volonté d'hyper-contrôle. C'est bien de savoir qu'ils sont là. Ça permet aussi de mieux comprendre et de mieux venir à la rencontre de l'autre. Mais on ne peut pas supprimer les biais cognitifs. C'est techniquement impossible. Si jamais on devait tout faire volontairement, on exploserait. Donc, en avoir conscience, c'est important. Tu as pas mal d'auteurs il y a 2 auteurs moi que j'aime bien. Il y a Daniel Kahneman et puis tu as aussi Dan Ariely qui abordent les biais cognitifs. C'est intéressant de les lire. Mais j'ai envie de dire, c'est presque plus une curiosité intellectuelle.
En réalité, si on veut réussir à dépasser ces biais, il faut vraiment les comprendre en profondeur comment le cerveau fonctionne et qu'est-ce qui va être à l'origine du déclenchement des biais. Et là, à partir de là, on vient pas juste constater les biais, on vient les comprendre en profondeur, on vient en amont des déclencheurs au niveau des biais, et là, on peut mieux interagir avec nos environnements. Donc c'est pour ça que, mais encore une fois de plus, il ne faut pas rentrer dans cette volonté d'hyper-contrôle. On est des acteurs socio-économiques irrationnels. La définition de l'acteur socio-économique qu'on en donnait dans le XXe siècle comme étant un acteur rationnel est tombée. On l'a constaté, on a vu que ça ne marchait pas, on ne comprenait pas. Donc dans les années 80, on nous a dit voilà, on est des acteurs socio-économiques irrationnels. Et avec ça, débrouille-toi dans les années 80-90. Merci, allez, bonne chance. Alors, c'est ça que nous apportent aujourd'hui les neurosciences et les sciences cognitives, c'est que oui, on peut constater qu'on est irrationnel, mais d'ailleurs c'est un terme de Dan Ariely, il appelle ça l'irrationalité prévisible. On est certes irrationnel, mais on n'est pas illogique. Et aller étudier comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent ces déclencheurs, comment sont mises en place ces stratégies adaptatives, qu'est-ce qui déclenche ces automatismes-là, nous permet de comprendre la logique adaptative humaine, et cette logique-là, de mieux appréhender l'individu, sans rester dans le fatalisme de l'irrationalité. Oui. Ça me fait penser à une question que je me suis souvent posée, parce que effectivement, tu dis qu'il ne faut pas chercher à tout contrôle, mais ça, on le comprend. Quand on sait que plus de 99% des décisions sont inconscientes, si on devait même ne serait-ce que passer à 20% de prise de décision consciente, je pense que peut-être ça surchaufferait, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien on serait capable de prendre de décisions conscientes au maximum des capacités du cerveau, par exemple? Bah oui, on le sait, on est déjà dedans. En fait, notre capacité maximale, on est déjà au max en fait. On est déjà au max parce que c'est une saturation de nos voies neuronales et le cerveau n'a pas développé de capacité pour aller au-delà. Ils se sont amusés. En fait, faut savoir que notre cerveau perçoit 11 millions d'unités d'information par seconde de notre environnement. Donc, pour percevoir les environnements, en fait, on a des récepteurs. Et lorsque une information dans notre environnement correspond au récepteur, le récepteur est stimulé, ça va envoyer une impulsion électrique à notre cerveau. Et notre cerveau reçoit 11 millions toutes les secondes. Ça rejoint un bain d'informations qui est beaucoup plus large. Notre cerveau traite 400 milliards d'unités de bits d'informations toutes les secondes. Mais en revanche, il ne va emporter que 2000 à notre conscience. Eh bien, il y a des chercheurs, je pense qu'ils s'ennuyaient entre deux sujets d'études, ils sont amusés à évaluer la taille que devrait faire notre cerveau si on conscientisait toutes ces informations. Ouais. Et en fait, il faudrait qu'il fasse 26 fois la taille actuelle. Donc je te laisse imaginer, on ressemblerait tous à Mars Attack, avec un énorme, c'est ça, avec un énorme cerveau dessus de la tête. On aurait tous des problèmes cervicaux et on n'arriverait pas à passer les portes. Ouais. Donc, et puis on aurait peut-être des problèmes aussi. Il nous faudrait sans doute 10 bras, 10 mains, parce qu'on aura envie de faire plusieurs choses en même temps, j'imagine, ou quasi simultanées. Bah, y a de ça, et surtout le plus gros des problèmes qu'on aurait, c'est les ressources. En fait, c'est les ressources physiologiques. Notre cerveau consomme déjà 20% de nos réserves énergétiques quotidiennes. Oui. Donc, je te laisse imaginer s'il devait en plus faire 26 fois la taille actuelle, il serait extrêmement énergivore. Or, en tant que nous sommes des organismes vivants, et on s'est développé à travers des centaines de millions d'années d'évolution, puisque notre développement a commencé bien avant qu'on soit considéré comme une espèce humaine. Et finalement, il a fallu trouver un équilibre entre les capacités adaptatives à nos environnements qui ont été développées et en même temps le caractère énergivore, c'est-à-dire la nécessité d'aller chercher de l'énergie pour faire tourner la machine. Si on devait consommer beaucoup plus d'énergie, alors dans ce cas-là, on mettrait en danger nos chances de survie parce qu'on n'aurait pas une garantie d'accéder à toutes ces ressources-là en permanence. Donc, si tu veux, ça ne serait pas forcément souhaitable de porter toutes ces informations à notre conscience. Surtout pas même. Ça consommerait beaucoup trop d'énergie. Et puis, il y avait une image qui m'avait marqué, alors elle est peut-être un peu fausse, un peu pas très réaliste, mais on disait, imaginons qu'un extraterrestre débarque sur la planète et que tous ses habitants décident d'aller lui parler et lui expliquer comment ça fonctionne sur la Terre, etc. Enfin, ce serait juste ingérable. Il va bien falloir filtrer et décider de qui va porter l'information et expliquer comment ça marche, quoi. Donc, prioriser alors. Je vais peut-être des raccourcis un peu violents, mais moi c'est une image qui m'avait marqué, quoi.
Ouais, mais c'est ça, l'image en fait est super bonne, c'est que d'un seul coup ça deviendrait un cafouillis absolu dans notre conscience, on n'arriverait rien à détacher. C'est pour ça d'ailleurs, quand on parle de la définition de l'attention, qui ont été dignes d'intérêt pour être singularisés et portés à notre conscience. Il faut qu'il y ait ce caractère digne d'intérêt. Oui. Faute de quoi, si tout arrive, ça va juste être une énorme masse perceptive dans lequel on prend le bouillon. D'ailleurs, quand les personnes ont dit qu'elles décompensent, c'est-à-dire que leur système de représentation s'est effondré, et on dit qu'elles sont en prise directe avec le réel. Elles décompensent et elles sont en prise directe. C'est-à-dire qu'elles prennent toutes les perceptions et rien n'est filtré. Ça devient l'enfer. Ah oui. Ah oui. Ça devient absolument l'enfer. C'est abominable à vivre. Donc non, c'est vraiment important que ce soit filtré. Il y a un truc que tu dis, hein, c'est que ça fait des millions d'années en fait que notre cerveau se développe pour en arriver là. On dit souvent il a fallu un univers pour créer l'être humain, quoi. Il a fallu un univers pour créer un peu tout, mais pour remettre en perspective un peu d'où on vient. Quand même, est-ce qu'il n'y avait pas, il y a plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années, un intérêt qui soit plus collectif? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des intérêts personnels, c'est-à-dire que l'intérêt personnel prime toujours sur la décision. On se rend compte des difficultés de prendre des décisions collectives, ne serait-ce que par exemple sur des décisions environnementales qui sont indispensables, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer le pas ensemble. Peut-être qu'on privilégie toujours l'intérêt personnel. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, c'est le ressenti que d'autres personnes peuvent aussi partager. Ce qui fait qu'ensemble, on fait moins de choses. Alors, est-ce que c'est parce que notre cerveau préfère nous nourrir de ces hormones, comme tu disais, de ces neurohormones, et que du coup, dans l'intérêt personnel, on va avoir plus de doses, comme tu les appelais, que si on faisait des trucs en collectif? Est-ce qu'il y a une variabilité ou une façon dont s'est développé le cerveau qui nous a amené à avoir cet état de conscience qui soit plus individuel? Non, c'est pas le cerveau qui a évolué, c'est l'environnement. En fait, les tensions de satisfaction addictive ou aversive que l'on avait il y a quelques dizaines de milliers d'années sont exactement les mêmes que les nôtres aujourd'hui. En revanche, pour pouvoir atteindre ces satisfactions addictives il y a quelques dizaines de milliers d'années, on était inévitablement obligé de jouer collectivement. Il y avait énormément de dangers, il y avait une répartition des tâches, il n'y avait pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc il y avait une vraie nécessité d'agir de façon collective, mais encore une fois de plus, pour satisfaire de façon égotique, individuelle, nos stratégies de satisfaction addictive. Il n'y a rien que nous fassions qui ne soit pas une satisfaction addictive personnelle. C'est juste qu'à l'époque, les stratégies pour pouvoir les atteindre se jouaient très collectivement. Aujourd'hui, on vit plus dans les mêmes environnements, et ce sont les stratégies de satisfaction addictive qui ont évolué. Mais si on regarde bien la société, on a la sensation que notre action est individuelle, mais on est tous extrêmement interdépendants. On le voit bien d'ailleurs dans notre société, notamment avec la pandémie. À partir d'un point, on communique tellement et on est tellement en mouvement les uns les autres que une maladie est venue se globaliser à l'échelle de la Terre, et très très rapidement. On le voit aujourd'hui avec le conflit ukrainien, russo-ukrainien, eh bien, avec un pays qui est impacté, ça vient impacter bien évidemment les êtres humains, ça va de soi, mais également les réseaux de distribution économique, et ça nous met un grand bazar, donc on est extrêmement interdépendants. Mais toute cette interdépendance, elle a presque été automatisée. Et là où je vais porter par contre mon attention, ça va être sur ma satisfaction individuelle. Pourquoi ? Parce que cette hyper interdépendance automatique assure déjà à minima, normalement, mes conditions de sécurité. Donc, une fois que ces conditions-là sont réunies, eh bien, je vais aller chercher des satisfactions plus légères, plus intenses. C'est-à-dire que, comme, regarder, lire un bouquin. C'est tout bête, mais pour pouvoir lire un bouquin, on a l'impression que c'est juste un plaisir singulier, individuel. Mais le bouquin, il a fallu l'écrire, il a fallu l'imprimer, il a fallu le distribuer, il a fallu quelqu'un qui le vende, etc., etc. Donc, on a quand même une hyper dépendance. Mais je vais focaliser beaucoup plus sur ma satisfaction individuelle. Donc, c'est la stratégie adaptative à l'évolution de nos environnements qui, en réalité, a changé dans des dizaines de milliers d'années. Par contre, les déclencheurs de mise en mouvement sont restés les mêmes. Oui. Hyper intéressant, ce qui nous questionne aussi dans le monde de l'entreprise. L'action qu'on a de faire que l'environnement évolue pour avoir un environnement sécurisant, par exemple, puisque de toute façon,
on aura du mal à refaçonner le cerveau. Je pense qu'il est essentiel, nous, en tant que manager, même en tant que collaborateur ou équipe de direction, de réfléchir à quel environnement on veut mettre en place sur le lieu de travail pour que les collaborateurs, justement, puissent, du coup, élaborer leur stratégie, notamment pour nous, pour aller vers la meilleure collaboration et puis potentiellement les meilleurs résultats. Exactement. Un levier d'action qui est très important. On a souvent tendance à vouloir travailler sur l'individu en lui-même. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des organismes vivants qui développent des stratégies adaptatives à des environnements. Et finalement, plutôt que de vouloir travailler de façon singulière, de façon différente, propre à chaque individu, il y a toute une réflexion plutôt à avoir sur l'environnement. Et en façonnant l'environnement, en modifiant l'environnement, inévitablement, je vais changer les stratégies adaptatives des individus dans cet environnement-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'approches managériales, RH, etc., qui se focalisent sur l'individu et pas suffisamment, à mon sens, sur les environnements. Oui, je partage cela complètement avec toi. J'aimerais que tu nous expliques rapidement, j'ai bien aimé, on le rappelle, tu es conférencier, tu es aussi conférencier TED, les conférences TEDx. Il y a une super conférence, j'invite tout le monde à aller la regarder, elle explique ça, elle explique beaucoup de choses très simplement. Et tu parles de DOSE, on en a parlé aujourd'hui, DOSE, qui est un acronyme. Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer ? Alors justement, on parlait tout à l'heure des potentialités de satisfaction addictive. Eh bien, dans notre cerveau, lorsqu'il va évaluer une situation, il va vérifier la potentialité de déclenchement de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et des endorphines. Plus un environnement va pouvoir déclencher ces neurotransmetteurs ou ces neurohormones, plus la satisfaction addictive va être forte. Et donc, c'est là qu'on prend conscience qu'on est tous des drogués en réalité. En fait, tout ce qu'on fait dans la vie sont des stratégies de satisfaction addictive. Et pour pouvoir s'en rappeler, effectivement, il y a ce petit acronyme qui est sympa, qui dit qu'on a tous, en tant que drogués, on a tous besoin de notre dose. Et donc, effectivement, c'est pour la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Alors, elles ont chacune une activité bien précise. Alors, si je dis pas de bêtises, mais tu pourras le corriger ou le dire directement. Par exemple, l'endorphine, on la génère après une activité, ou quand on rit beaucoup, par exemple. Si on va courir, un sportif qui fait un footing, c'est sans doute l'hormone qu'il risque de libérer le plus rapidement. Est-ce que tu veux bien nous dire à quoi pourraient servir les autres ? Dans quel contexte elles apparaissent ? Elles ont toutes une pluralité de contextes. Par exemple, là, tu me parlais des endorphines. Les endorphines, effectivement, vont être générées après un effort sportif intense, un effort physique intense. On va avoir une activation du système nerveux autonome sympathique, le cœur qui va se mettre à accélérer, etc. Et pour ramener le corps au repos, eh bien, on va libérer les endorphines. Et ça va permettre plus rapidement de récupérer une phase de repos. Et on va avoir comme sensation, le fait d'être bien, cet état un peu cotonneux. Donc ça, c'est un des contextes. Mais tu vas également avoir, tu l'as très bien dit tout à l'heure, après un fou rire, on se prend un énorme fou rire, être ivre de rire, c'est en fait la libération des endorphines qui sont derrière. Et après un fou rire, même, on a un petit coup de barre. C'est la libération des endorphines. Tu vas également l'avoir en réaction à la douleur. Quand tu te fais mal, par exemple, t'as tapé le petit doigt de pied là, tu sais, sur l'angle du meuble, là, ça fait bien mal. Et bien après, derrière, tu vas avoir, je dis bien derrière après, une libération des endorphines pour pouvoir essayer d'apaiser la douleur. Donc voilà, il y a plein de contextes de déclenchement. Pour la dopamine, si on devait en citer quelques-uns, l'atteinte d'un objectif. À chaque fois qu'on atteint un objectif qu'on s'est fixé, on va avoir un shoot de dopamine. Plus l'objectif a nécessité de mettre en œuvre des ressources, plus l'atteinte de l'objectif sera dopaminergique. Par exemple, ce qui va optimiser tes ressources pour atteindre un objectif sera dopaminergique. Plus l'optimisation est importante, plus le déclenchement dopaminergique sera important. Si par exemple, tu as l'habitude de te rendre entre chez toi et ton lieu de travail et que d'habitude tu mets une demi-heure et que je te dis « Ah, mais attends, il y a un petit raccourci que je vais te donner, tu verras, tu vas gagner 4 minutes grâce à ça. » Cool, tu as envie de le connaître parce que c'est une petite optimisation, mais de 4 minutes. Si par contre je te dis ah mais non, attends, il y a un autre chemin, tu vas voir, c'est encore mieux, tu vas pouvoir y aller en 12 minutes. Ah ouais, ah bah oui, celui-là je veux le connaître. Pourquoi ? Parce que l'optimisation est plus forte, donc le caractère dopaminergique de cette information et de ce nouveau chemin sera plus important. Donc, l'optimisation, la notion d'optimisation est très forte dans les contextes dopaminergiques et dans ce qui nous met en fait en mouvement dans nos environnements. On s'aperçoit que pourquoi j'attrape une fourchette pour manger, ça évite de m'en mettre plein les doigts. Donc, c'est une optimisation des ressources.
autant te dire que tu fais pas un bond de joie à chaque fois que tu prends une fourchette. Que tu prends Mais la ça va être fourchette, un ouais. c'est ça, ça va être un micro déclenchement. Par contre, si t'as pas de fourchette, tu vas prendre conscience de la frustration et de te dire ah oui, c'est vrai que finalement, si je l'ai pas, par manque, je me rends compte de. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu vas avoir les stratégies d'évitement aversif. C'est-à-dire que quand ton cerveau anticipe une situation aversive et trouve le moyen de l'éviter, eh bien ce moyen d'évitement sera dopaminergique proportionnellement à l'aversivité évitée. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça, tu vois, ça peut en faire partie. Sinon, sur l'ocytocine, c'est tout ce qui est en lien, en relation avec le lien social. Du moment qu'on est en présence d'individus, on va produire un peu d'ocytocine. Plus on est proche de ces individus-là, plus l'ocytocine va être importante. La stratégie la plus ocytocinergique qui existe au monde, c'est la relation mère-enfant et parent-enfant. C'est la plus puissante Oui. que l'on puisse avoir. D'ailleurs, ce qui est beau hein, là-dessus, c'est presque poétique. La contraction, le déclenchement de des contractions pour l'accouchement se fait par l'ocytocine. Donc finalement, ce qui déclenche la venue au monde et par là même ce qui caractérise le lien social, la relation à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette relation à l'autre. D'ailleurs, tu noteras que certaines personnes développent des stratégies oxytocinergiques très très fortes avec certains individus, ou alors d'autres vont développer des petites stratégies oxytocinergiques, c'est-à-dire un petit lien à l'autre, mais avec beaucoup de monde. Donc tu vois, ça peut être deux stratégies adaptatives différentes pour un même besoin d'ocytocine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur par excellence de l'ego, le moi-je, le je suis, qui nous permet de définir qui nous sommes. Donc on va produire de la sérotonine quand on nous reconnaît dans ce qu'on revendique être ou qu'on fantasme être. Si par exemple je te disais hey, mais dis-moi, tu fais de la muscu, non? Enfin, tu t'entraînes, t'es quand même bien taillé, bien musclé, quoi. Ah ouais, c'est pas faux, ouais, je m'entraîne un peu. Là, tu t'es pris un shoot de sérotonine. Si par contre, je te dis, oh, toi, je sens que t'as une âme d'artiste peintre. Je sens en toi une grande capacité, une grande créativité artistique à travers la peinture. Je vais me dire, bah non, je peins pas, moi. Bah là, tu vois, j'ai beau essayer de reconnaître quelque chose, ça fait pas partie de tes revendications. Donc, tu produis pas de sérotonine. Donc, si tu veux, la sérotonine, c'est vraiment le fait d'être reconnu dans ce qu'on revendique être. Et la sérotonine, vu qu'on en parle en disant que c'est le neurotransmetteur de l'ego, le moi-je, on a tendance à se dire, ou à vivre dans une société où on se dit, stop, ça serait bien de faire taire un petit peu l'ego aujourd'hui et de diminuer un peu là-dessus. Mais non, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On en a besoin. On en a besoin parce qu'on est de moins en moins reconnu dans ce qu'on revendique être. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se revendique de plus en plus. Et ce qui donne la sensation que finalement, on devient tous extrêmement égotiques. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on en manque, parce qu'on a de moins en moins de reconnaissance. Et donc, c'est une espèce de spirale. Pourquoi? Parce que quand je me revendique, je ne suis pas en train de reconnaître l'autre. Donc, je crée encore plus de besoins chez l'autre, qui va l'amener à augmenter sa revendication, etc. Et donc, ça nous crée une espèce... Et on a absolument besoin de la sérotonine. Parce que si effectivement, c'est le neurotransmetteur de l'ego, le moi-je, c'est aussi lui qui nous crée le besoin d'être, la nécessité d'être. Et si jamais on n'en produit pas assez, c'est ce qu'on appelle une dépression, et on perd la notion de nécessité d'être. D'ailleurs, ce qui est important dans un discours dépressif, c'est pas quand la personne se plaint. Quand la personne se plaint, elle est en train de se revendiquer à travers son mal-être. Par contre, c'est quand elle perd la nécessité d'être. Et que tu vas entendre des choses dans le discours qui disent mais au final, à quoi je sers? On est 7 milliards. Que je sois là, que je sois pas là, de toute façon, je manquerai à personne. Au pire, ils auront un chagrin pendant quelques jours et puis ça passera. Et de toute façon, on ira tous par là. Donc, pourquoi j'irais continuer? Là, ça doit nous mettre sacrément en alerte. La personne perd la nécessité d'être. Et ça, c'est piloté par la sérotonine. D'ailleurs, beaucoup d'antidépresseurs sont des médicaments sérotoninergiques. D'où le fait qu'on peut vite devenir accro à certains médicaments. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Merci, c'est brillant ce que tu nous racontes, c'est passionnant. On arrive vers la fin du podcast. J'ai encore, franchement, 1000 questions, de quoi refaire largement 1 heure derrière. Donc je te réinviterai avec grand plaisir si on arrive à se trouver un peu de temps. Je voudrais juste terminer par une question qui semble te tenir à cœur et qui est en tout cas un bon conseil que tu donnes, c'est qu'il faut essayer d'adapter notre cerveau.
Ouais, totalement. C'est important en fait. Il y a une chose qui est fondamentale aujourd'hui. Notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Et dans ces millions d'années d'évolution, il a développé une capacité de spécialisation. Notre cerveau se spécialise en fonction des environnements dans lesquels on évolue. Or, pendant des millions d'années, l'environnement dans lequel on naissait et l'environnement dans lequel on mourait restait quasiment inchangé. Il n'évoluait que très très peu. D'ailleurs, on ne se déplaçait pas, on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, etc. Donc, notre cerveau se spécialisait à cet environnement-là et c'était une excellente stratégie pour optimiser nos chances de survie. Donc la spécialisation, ce qu'on appelle la spécialisation du cerveau, c'est que notre cerveau commence à se développer à 5 semaines de grossesse aménorrhée et ensuite va trouver son plein développement vers 23-25 ans. Et ensuite, donc on a une pluralité de voies neuronales, une pluralité de faisceaux neuronaux qui est capable d'aller chercher toutes les nuances. Et puis au fur et à mesure où on va grandir, évoluer, vieillir, notre cerveau va commencer à déconnecter les voies périphériques pour créer des grandes autoroutes d'information. Et donc, il fait son travail de spécialisation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette spécialisation joue contre nous. Pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel on est et l'environnement dans lequel on mourra aura totalement changé. Et donc, on perd cette capacité adaptative par la spécialisation de notre cerveau. Or, c'est effectivement important, à mon sens, de garder ou de retrouver ce qu'on appelle la plasticité neuronale et la réserve cognitive, c'est-à-dire une pluralité de voies neuronales qui nous permettent de rester dans la capacité adaptative à nos environnements. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour nous dans notre société qui évolue très vite. Merci Guillaume pour tous ces fabuleux conseils, pour ces fabuleux ton point de vue, tes éclaircissements. Je pense que tous ceux qui écouteront ce podcast y trouveront un intérêt sans doute très important. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne et je vois que tu nous l'expliques avec beaucoup de bienveillance. Merci pour ça. Et avec beaucoup de plaisir. Eh ben, c'est tant mieux. Est-ce que tu souhaites conclure par quelque chose qu'on n'aurait pas partagé pendant ce podcast ? Je pense que j'aimerais bien conclure en revenant sur cette phrase-là parce qu'elle est vraiment très importante et nous permet d'aborder l'humain de façon très très différente. C'est la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure en vous disant que nous sommes des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons développer des stratégies adaptatives à des environnements en perpétuel changement. C'est cette phrase-là sur laquelle j'aimerais conclure et que chacun puisse réfléchir ou garder en tête chacun des termes. Chaque terme dans cette phrase est très importante. La dynamique du vivant, la notion de mouvement, les notions d'adaptation, les notions d'environnement, qui définissent finalement la nature profonde de qui nous sommes, de ce que nous faisons et comment nous interagissons les uns avec les autres et avec nos environnements. Et ça, c'est une notion qui est absolument fondamentale. Très bien, merci Guillaume. Je te souhaite une excellente journée, une excellente continuation. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour ce moment. C'était avec grand plaisir. Et je reviens quand tu veux. Merci Super, beaucoup. Plaisir partagé. Salut Guillaume. Et voilà, le dernier épisode de la saison, c'est terminé pour aujourd'hui et j'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour remercier infiniment Guillaume pour son temps et nous avoir permis de découvrir le monde fabuleux des neurosciences. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver Guillaume sur LinkedIn, mais également consulter son site BMO-Academy avec un Y qui vous propose, en plus des articles, conférences, vidéos et conseils sur les neurosciences, un parcours de formation. D'ailleurs, sachez que la première, qui est la découverte et l'introduction aux neurosciences et aux sciences cognitives, est même gratuite, alors n'attendez plus. Si ce podcast continue de vous plaire, eh bien faites-le moi savoir en allant lui mettre les fameuses 5 étoiles, voire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra de lui donner un peu de visibilité et ainsi contribuer à son développement. Car vous le savez, nous vivons dans un monde où tout doit être noté. Alors comme je vous le disais, c'est la fin de la saison 2 et j'en profite pour dire un immense merci à tous ceux qui sont intervenus sur le podcast, qui nous ont consacré un peu de temps et qui nous ont partagé un sujet toujours plus passionnant les uns que les autres. Merci également à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé pendant ces périodes d'enregistrement, car un épisode à fournir toutes les semaines, c'est pas si facile et ça demande beaucoup d'énergie et d'engagement. Alors, est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Probablement que oui, mais pour cela, il va falloir la préparer en avance et je compte sur vous pour me partager certains sujets qui vous intéresseraient, voire des contacts à interviewer directement, ce sera encore plus facile pour moi.
Si vous souhaitez me retrouver, rien de plus simple, c'est sur LinkedIn, vous recherchez Jimmy Materne. En attendant la prochaine saison ou une prochaine discussion ensemble, je souhaite un très agréable été et des vacances bien méritées, si possible reposantes et ensoleillées. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison.